Merci d'être avec nous ce soir pour cette première conférence de l'année 2011. Donc bonne année à ceux à qui on n'a pas souhaité la bonne année et qu'on n'a pas encore vu. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière, c'est une conférence un peu particulière parce que c'est une conférence sur un travail qui a été produit et réalisé par les étudiants de l'école et en liaison avec des étudiants d'autres écoles, de l'Université de Grenoble, de l'Université de Savoie, de Grenoble École de Management. Et donc ce sera une conférence à plusieurs voix. Mon rôle là-dedans, il est uniquement de faire du lien entre les différents intervenants qui ont vécu cette opération, qui ont vécu cette expérience et qui vont vous la raconter. Je décline donc toute responsabilité sur les images et sur ce qui va être dit. Je vais juste introduire le sujet, vous expliquer dans quel cadre cette manifestation, cette opération a eu lieu. Et puis, je conclurai à la fin par rapport aux enjeux pédagogiques que cela représente pour l'école d'architecture de Grenoble et pour les écoles d'architecture en général. Il s'agit donc du Solar Décathlon, qui est une compétition internationale universitaire, dont je vais vous parler un peu plus précisément dans quelques instants, mais qui a regroupé, comme vous le voyez, sous la houlette de trois organismes qui se sont associés pour lancer l'opération: l'École d'architecture de Grenoble, l'Institut national de l'énergie solaire et les grands ateliers, qui a regroupé des étudiants de différents secteurs. Donc c'est une expérience de collaboration et de co-conception d'un habitat du futur, d'un habitat écologique et économe en énergie qui soit totalement autonome. Donc je le disais, des étudiants de Grenoble École de Management, de Polytech Savoie, de la Haute École d'ingénieurs en gestion du canton de Vaud, une école suisse, juste de l'autre côté de la frontière, du côté de Genève, du côté de Yverdon, pardon, et puis des étudiants de l'Université de Grenoble et des experts du CSTB et de différents laboratoires de recherche. La question à laquelle nous avons dû répondre dans le cadre de ce concours, elle vient en fait de l'évolution que nous connaissons actuellement sur la manière de regarder notre monde. Ce regard-là, cette nouvelle vision que nous avons d'un monde fini, d'une planète autour duquel nous pouvons tourner, et surtout de la manière dont nous l'habitons, de la manière dont nous nous répartissons sur son territoire, fait qu'aujourd'hui nous avons une conscience de l'espace, et c'est très important pour des architectes de parler de cette manière-là, en abordant la question par la question de l'espace. Nous avons une conscience de l'espace qui est celle d'un espèce de village planétaire. Que ce soit Saint-Pétersbourg ou que ce soit Shanghai, finalement, tout est très proche aujourd'hui, soit par le biais des transports, soit par le biais des télécommunications, qui nous permettent finalement de nous retrouver quasiment avec un don d'ubiquité et d'être présents à tous les points de la planète. Certains d'entre nous pensent que l'avenir de l'homme se situe encore ailleurs, notamment du côté de la NASA. Ça, c'était la carte de vœux de la NASA de 2010, qui vous encourageait à émigrer vers d'autres territoires. Mais quand on se concentre sur déjà la planète sur laquelle nous habitons, nous avons tous pris conscience, d'une manière à grande échelle maintenant, des enjeux qu'il y avait sur le climat et les évolutions du milieu de vie dans lequel nous sommes. Et donc, notre avenir est peut-être plus proche de ça. Et la question que nous nous posons, c'est donc comment nous allons pouvoir habiter sur cette planète avec une population qui augmente de manière très conséquente, et comment nous allons pouvoir gérer la densité, la collectivité et créer des sociétés qui restent pacifiques dans un milieu de plus en plus congestionné, de plus en plus urbain. Alors il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle suisse. Voilà. Le modèle suisse qui est très bucolique, à la montagne, à la verdure. Et puis il y a des modèles
plus asiatique, plus dense, beaucoup plus animé, et avec une profusion de matériaux et d'activités rassemblant dans le même lieu. On peut imaginer des hyper-urbanités, comme vous l'avez ici avec une galerie marchande à Tokyo, ou des nouvelles ruralités, comme vous avez cette image de publicité pour une marque d'ordinateur qui est parue il y a maintenant à peu près 2 ou 3 ans. La question qui nous est posée, en tant qu'architecte, en tant qu'aménageur du territoire, en tant qu'ingénieur travaillant sur les bâtiments, sur les milieux de vie, sur la manière dont on organise l'espace dans lequel toute une société se développe, c'est quel modèle et quelle façon de développer l'espace, de façon d'aménager l'espace, nous allons choisir dans la vie. On peut choisir un modèle américain de la maison individuelle assez idyllique, chacun sa piscine, chacun son arbre et chacun sa prairie, pour pouvoir goûter une vie de loisirs. On peut choisir un modèle européen plus ou moins bucolique, comme ici une ville nouvelle en Allemagne, avec en haut à droite, avec des bâtiments très concentrés à la campagne, ou on peut choisir une hyper-densité à la hollandaise, telle que vous le voyez ici à Amsterdam. En tant qu'enseignant dans une école d'architecture, je pense que nous devons nous donner le challenge de former des architectes qui sont capables de réfléchir à comment concevoir et composer ces milieux de vie en collaboration avec tous ceux qui travaillent sur cet aspect de l'aménagement du territoire et de l'aspect de l'industrie, de l'économie et des activités humaines. Et cette façon de concevoir les choses fait évoluer beaucoup la manière de concevoir l'architecture. Au lieu de penser un objet qui serait fini, qui serait dessiné, dont le principal objectif serait de composer une façade, tout d'un coup, les usages, les ambiances, les matières, les matériaux, les ressources, l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner ce milieu deviennent des enjeux principaux. Et au lieu de procéder par dessin, et en travaillant à ce moment-là sur une forme, on travaille beaucoup plus sur des flux, sur des ambiances, sur la mise en relation de différentes activités pour petit à petit composer un espace. Ça change du tout au tout notre manière de travailler et c'est une espèce de révolution qui est amorcée déjà depuis, on va dire, les années 70 en architecture, mais qui est vraiment à l'œuvre aujourd'hui avec le début du XXIe siècle et qui devrait nous voir un tout à fait nouveau métier, nouvelle manière de travailler s'installer dans l'avenir. Du point de vue de l'énergie, justement, puisque pour faire fonctionner un lieu comme celui-ci, l'enjeu énergétique est assez primordial, la question du fonctionnement de ce milieu de vie avec un nombre de plus en plus important d'individus et des ressources limitées nous fait nous tourner vers d'autres sources que celles que l'on sait maintenant limitées, notamment les sources pétrole. Et une des pistes qui est absolument pas négligeable, même qui est assez importante, outre l'éolien, la géothermie, c'est le solaire. C'est l'énergie solaire, celle que nous recevons du soleil, qui est finalement la mieux répartie dans le monde, la plus homogène sur la surface de la Terre, et qui est la plus partageable, puisque d'une certaine manière, nous avons tous un droit, une place au soleil. L'idée de travailler sur un habitat qui soit autonome à partir de l'énergie solaire est donc maintenant dans les esprits depuis quelque temps, et beaucoup de chercheurs, beaucoup d'industriels, beaucoup de concepteurs travaillent à son utilisation. Mais pour pouvoir obtenir cet habitat, pour pouvoir en faire quelque chose qui soit ce milieu de vie,
dont je parlais précédemment, il y a nécessité de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas toujours travaillé ensemble, et il y a nécessité d'installer, et j'y reviendrai en conclusion, une démarche qui est un peu nouvelle pour les architectes en tout cas, c'est une démarche de recherche et développement qui permet de tester des idées, d'expérimenter et de les reprendre pour les peaufiner, pour les améliorer et les faire évoluer. Pour développer une R&D en architecture, dans le domaine de l'habitat, certains universitaires ont eu l'idée de créer une compétition internationale qui s'appelle le Solar Decathlon et qui a pour vocation de s'adresser au grand public pour faire connaître, puisque les enjeux du développement durable sont avant tout liés au grand nombre, faire connaître au grand public les nouvelles technologies qui sont en train de se développer, la manière d'habiter qui va avec, le type de maison, le type d'habitat que l'on peut créer de la manière la plus ouverte possible pour pouvoir réussir ce pari qui est cette énorme mutation que nous avons à réussir à l'échelle planétaire du changement de source énergétique et du changement de mode d'habiter de la planète. L'idée des Américains, puisque c'est eux qui ont fondé le Solar Decathlon, les universitaires américains, c'est de faire concevoir et réaliser par des étudiants polytechniques, en architecture, en urbanisme, des ingénieurs, des gens qui travaillent sur le marketing, des gens qui travaillent sur la commercialisation, des gens qui travaillent sur les modèles économiques, de faire réaliser, de faire concevoir et réaliser sur 2 ans, justement, des maisons solaires entièrement autonomes. Alors le modèle américain est basé sur les maisons individuelles, mais on le verra pour la suite que importé en Europe, il devient quelque chose qui réfléchit beaucoup plus sur l'habitat collectif. L'idée ensuite est assez simple, donc ça a été organisé sur 2 ans, à partir de 2003, donc il y en a eu un en 2005, un en 2007, en 2009, le prochain est en 2011. L'idée est assez simple, c'est que c'est un décathlon, c'est-à-dire que, comme aux Jeux Olympiques, 10 épreuves notées sur 1000 points permettent d'évaluer quelle est la maison, quel est l'habitat qui est le plus performant. Et ce qui est très intéressant dans ce décathlon, c'est que l'architecture côtoie l'ingénierie et la construction, les installations solaires, les bilans énergétiques électriques, mais aussi les maintiens des conditions de confort, mais aussi les équipements et le fonctionnement, c'est-à-dire ce qui a trait aux usages, le frigo, le four, la machine à laver, et toute une approche vis-à-vis du grand public de communication et de sensibilisation sociale, en même temps que les perspectives d'industrialisation et de viabilité commerciale du projet. Les projets sont aussi évalués suivant leur niveau d'innovation et suivant leur niveau de durabilité dans le cadre d'une démarche écologique à très long terme. Vous voyez donc qu'il ne s'agit pas simplement d'une compétition d'architecture, l'architecture y est très présente, mais aussi de tous les facteurs et de tous les éléments qui composent l'habitat et qui composent ce milieu de vie dont on parlait précédemment. 5 Solar Decathlon se sont déroulés aux États-Unis. L'engouement a été de plus en plus grand. 150 000 visiteurs en 2005 sur le Mall de Washington, un peu plus de 200 000 la dernière fois. Et donc, des équipes européennes qui ont participé au Solar Decathlon aux États-Unis ont trouvé intéressant, notamment l'Université Polytechnique de Madrid, avec le gouvernement espagnol, d'importer la formule en Europe et de fabriquer un Solar Decathlon Europe. Ce Solar Decathlon Europe a eu lieu pour la première fois en 2010 à Madrid, au bord du Rio Manzanares, au pied du Palais Royal, en plein cœur de ville, et a reçu un peu plus de 190 000 visiteurs. Et nous y étions avec un projet réalisé par les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble École de Management de Polytech Savoie, ainsi que l'université Joseph Fourier, cette maison ici qui s'appelait Armadillo Box. Le prochain Solar Decathlon aura lieu à Madrid en 2012 à nouveau, puisque les Espagnols avaient signé pour 2 sessions, et est
la prochaine session de 2014 aura lieu en Europe. On ne sait pas encore où. On sait qu'une candidature s'organise actuellement pour qu'éventuellement cela se déroule à Paris. L'enjeu est de faire connaître le plus possible ce qu'il est possible de faire dans ces domaines-là, d'intéresser de plus en plus d'architectes, de plus en plus d'élèves architectes, ingénieurs et managers, pour que la culture sur l'habitat solaire, l'habitat écologique, l'architecture écologique, l'urbanisme qui va avec, l'aménagement du territoire et le paysage se diffuse le plus largement possible. Voilà, donc ce soir, moi je vais m'arrêter là, et ce soir ce sont les étudiants qui ont participé à cette vaste opération qui vont vous raconter le projet, comment on l'a préfabriqué, comment on a communiqué sur le sujet, comment ça s'est déroulé à Madrid, tous les aspects à la fois architecturaux et techniques du projet pour vous rendre compte de la diversité justement des problématiques abordées. Et je conclurai à la fin sur ce que ça veut dire pour nous au niveau de la recherche et développement en architecture du point de vue pédagogique. Je passe donc la parole à Guillaume Pradel, qui va vous présenter les principes généraux et les objectifs du projet qui a été mis au point par les étudiants de Grenoble. Bonsoir. Donc le Solar Décathlon, effectivement, invite une vingtaine d'universités à concevoir et à construire une maison en proposant évidemment des règles communes pour mettre un petit peu les différentes équipes sur un pied d'égalité, dont des règles sur l'emprise au sol, des règles de surface, des règles, un gabarit de hauteur, etc., qui permettent de conditionner un minimum les projets, disons. En attaquant ce projet il y a maintenant 2 ans, nous n'étions pas les premiers à le faire, et une des premières choses finalement qu'on a souhaité, c'était d'abord étudier évidemment la concurrence, regarder ce qui s'était fait par le passé, et étudier les différents projets qui avaient marqué l'histoire du Solar Décathlon. Et force est de constater que les projets qui ont marqué l'histoire du solar, ce sont des projets allemands, aujourd'hui beaucoup. Donc voilà, les Allemands font référence même aux États-Unis. Donc 2 projets allemands de l'université de Darmstadt qui ont gagné en 2007 avec ce projet et en 2009 avec celui-là. En analysant un petit peu les projets, on s'est rendu compte que c'était des projets d'abord extrêmement coûteux et avec une technologie très fine et très poussée. C'est-à-dire que l'organisation des universités, les moyens dont ils disposent, leur permettent de développer des projets extrêmement poussés. Lorsque nous avons commencé notre projet à développer un petit peu notre réponse au concours, nous avons regardé plutôt... nous avons décidé de nous positionner un petit peu différemment et de regarder quelles étaient nos ressources, quelles étaient notre spécificité à l'école d'archi, qui pouvaient donner une identité à ce projet. Et nous nous sommes orientés sur trois principes forts, qui sont d'abord les principes architecturaux du core skin shell, donc 3 éléments distincts, ayant chacun un mode de production propre. Donc le corps a un noyau technique industrialisé, qui arrive préfabriqué, qui contient une salle de bain, cuisine, un local technique et d'une manière générale tous les fluides. La skin, une enveloppe thermique en ossature bois qui assure l'isolation, l'étanchéité à l'air, qui est un élément, puisque à chaque fois on essaye de penser ces différents éléments et le mode de fabrication associé, de production. La skin qui est donc une ossature bois plutôt destinée à être auto-construite, ou en tout cas avec une autoconstruction assistée par des professionnels. Et la shell, qui est donc le bouclier capteur protecteur en ossature métallique, destiné à être produite plutôt préfabriquée en atelier. Ces 3 éléments forment ce qu'on a appelé, nous, un petit peu l'armadillo, qui a donné son nom au projet, l'armadillo box,
et qui fait référence au fonctionnement d'un animal qui est le tatou, donc c'est la traduction, l'armadillo, qui est un animal donc, qui a une carapace, à l'image du projet, et qui a un métabolisme extrêmement lent qui correspond aux régions chaudes telles qu'on peut les trouver à Madrid. Donc, qui a un fonctionnement, un métabolisme qui correspond en fait au fonctionnement qu'on souhaitait pour la maison. Le deuxième principe qui est développé, c'est ce qu'on a appelé le smaller greener, comment construire plus petit, mais en contrepartie en offrant des espaces extérieurs plus confortables, plus appropriables, et qui prennent ici la forme d'une grande terrasse, qui est un petit peu le pendant de la maison, avec une surface équivalente, et qui est... donc, la maison finalement prend un fonctionnement un petit peu saisonnier, où en hiver on a tendance à habiter dans cette skin, cette partie chauffée, etc. Et en été, on va s'étendre progressivement vers l'extérieur. Ça permet plusieurs choses. D'abord, on construit moins, donc on réduit les coûts de la construction en réduisant à la fois l'utilisation de matière et c'est surtout ça l'avantage. Le troisième principe sur lequel on souhaitait s'appuyer, c'était une réflexion un petit peu plus large que celle simplement proposée d'une maison individuelle. On est effectivement en Europe dans une problématique un petit peu différente, et la maison individuelle ne peut pas répondre aujourd'hui à toutes les contraintes, à toutes les demandes, qu'elles soient urbaines ou autres. Et le projet Armadillo Box, on a voulu le penser un petit peu à différentes échelles, et on a voulu un petit peu le présenter comme une illustration d'une cellule extraite d'un logement collectif, qui serait par exemple celui-là. C'est pourquoi les façades est et ouest, par exemple, sont aveugles. Et finalement, cette cellule pourrait être déclinée à différentes typologies. Donc voilà ce que donne d'abord cette cellule une fois extraite avec son jardin. Et il me manque des diapos, c'est super. Donc on a travaillé sur des maisons jumelées, de l'habitat en bande et du collectif qui est, je suis navré, je zappe un peu, qui est donc cette illustration que vous avez ici. Et enfin, une dernière chose qui était extrêmement importante, et vous la découvrez peut-être sur cette diapo, c'est la question de la mobilité. Puisqu'encore une fois, quand on crée un habitat, on s'efforce en tout cas de le relier à son environnement. Et le solaire, le recours aux énergies solaires, en tout cas, offre une possibilité d'alimenter une voiture électrique, d'alimenter différents types d'ailleurs de véhicules électriques. On a choisi, nous, de représenter à Madrid par une voiture électrique et qui illustre cette question de la mobilité. L'organisation de la maison se fait donc autour de ce noyau technique qu'on voit là au centre et qui finalement se déploie ou se replie pour venir un petit peu moduler l'espace. Donc on a la salle de bain qu'on voit ici entourée avec une porte coulissante qui permet d'isoler par exemple les espaces. On a la même chose de l'autre côté, un lit qui se déploie dans la grande pièce. Alors, évidemment, cette maison se devait d'être performante pour répondre aux objectifs extrêmement stricts du concours. Et cette performance énergétique, on est d'abord allé la chercher évidemment avec des stratégies passives qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en été se protéger, ventiler au maximum son logement. Donc on a un logement traversant, stocker ce qu'on peut stocker de froid du moins, et en hiver au contraire favoriser tous les apports avec une grande baie vitrée au sud. Et conserver la chaleur qu'on arrive à capter.
Donc on a évidemment, pour pouvoir conserver cette chaleur, travaillé une enveloppe thermique performante. Vous avez ici des références sur ce qu'on appelle le UVAT, qui en fait caractérise la performance de l'enveloppe, ou le N50, qui est un résultat d'étanchéité à l'air, qui sont sensiblement aujourd'hui dans les références nécessaires pour rentrer dans les critères Passive House, par exemple. On a fait réaliser des calculs de pont thermique pour valider tout ça au moment de la conception du projet, pour valider nos hypothèses. Dans les stratégies passives qu'on met en œuvre, on s'efforce également de limiter les charges internes, ou en tout cas de les contenir. Donc, les éléments qui produisent de la chaleur sont conservés dans une partie isolée indépendante qu'on voit là au nord. Donc on stocke les machines à laver qui produisent en même temps de la chaleur et de l'humidité. Et on installe également tout le système de ventilation et d'eau chaude sanitaire. Un autre pôle en termes de consommation qui est important de regarder, c'est évidemment l'éclairage naturel, puisqu'il permet, en ayant un éclairage naturel performant, il permet évidemment de réduire les consommations et les besoins en éclairage artificiel. Ensuite, une fois qu'on s'était efforcé comme ça de réduire nos besoins, on a mis en place, on les a évalués, et puis on a mis en place les systèmes qui permettaient de répondre aux besoins évidemment de chauffer en hiver et de rafraîchir en été. Donc on s'est orienté vers deux types de systèmes principaux, qui sont d'abord celui-ci, un système qui est fait par des Danois, donc de chez Milan. C'est une machine compacte 3 en 1 qui contient une ventilation, double flux, donc en rouge, en haut, un ballon d'eau chaude sanitaire, et puis une pompe à chaleur sur air extrait qui permet de préchauffer l'eau en rafraîchissant l'air. Voilà, donc les systèmes sont couplés, et tout ça dans la taille sensiblement d'un gros frigo qui était situé dans le local technique. Et ce dispositif était associé avec des panneaux en terre à l'intérieur des logements, qui sont donc, dont on vous parlera un petit peu plus longuement, mais qui sont des panneaux qui font donc 25 mm d'épaisseur, dans lesquels circule un réseau alimenté en eau chaude ou froide, encore une fois, selon les saisons, selon les besoins. Et enfin, donc ça, ce sont les dispositifs qu'on utilisait à l'intérieur du logement pour maintenir la température et l'humidité, pour la contrôler. Et à l'extérieur du logement, on avait évidemment les systèmes de production d'énergie. Donc en jaune, les panneaux solaires photovoltaïques qui couvrent la toiture. On avait 102 mètres carrés de panneaux solaires, qui vous seront également détaillés un peu plus tard. Et puis un système de rafraîchissement adiabatique, puisqu'en réalité, les panneaux solaires... la surface des panneaux solaires entraîne énormément d'échauffement et donc de charge sur la maison. Et pour se protéger de ça, entre la skin et les panneaux, on fait de la brumisation, de la micro-brumisation en fait d'eau, qui en s'évaporant consomme de l'énergie et donc crée une lame d'air fraîche. Donc voilà comment on se protège, c'est un système d'évaporative cooling. Bonsoir à tous. Donc, comme était en train d'expliquer Guillaume, moi je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans le fonctionnement thermique de la maison à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement thermique et énergétique de Armadillo Box. Donc ça a l'air un petit peu barbare comme ça. Le but c'est pas d'entrer dans le détail ce soir. En fait, ce qui est super important, c'est le carré rouge que vous voyez au milieu de l'écran. C'est le système compact dont parlait Guillaume à l'instant, qui est un système 3 en 1, couplé à un deuxième système, qui va permettre de gérer toute la thermique à l'intérieur du bâtiment, toute la thermique active, et de venir faire la pointe en température pour conditionner l'intérieur de la maison et assurer le confort en complémentarité avec les stratégies passives. Donc ces deux systèmes, un système de ventilation 3 en 1 qui permet de faire le renouvellement de l'air, de faire le chauffage, de faire la climatisation, qui est couplé à un deuxième système, qui est une deuxième pompe à chaleur située à l'extérieur de la maison,
Ces deux systèmes sont complètement complémentaires. Ils permettent d'augmenter la performance énergétique de la maison. Et on a essayé de travailler avec ce projet à des notions de confort différentes de ce que pouvaient faire les Allemands, par exemple, sur les versions précédentes de Solar Decathlon, qui consistait assez souvent à faire une enveloppe thermique très très performante, très très étanche, une espèce de thermos, et pour être le plus réactif et le plus efficace possible à l'intérieur et mettre en condition la maison pour la compétition, souffler de l'air chaud, souffler de l'air froid, souffler de l'air à la température qui nous intéresse. Avec l'Armadillo Box, on a essayé d'introduire une nouvelle donnée, on a essayé d'introduire la donnée du confort de l'habitant, la confort de la personne qui va vivre à l'intérieur. Et ce confort, ça passait par un système différent que de souffler de l'air sur les personnes. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser dans un premier temps l'inertie d'un matériau, en l'occurrence ça a été la terre, qui s'est ensuite transformé, je vais vous expliquer pourquoi, en un système actif qui est devenu plus que d'inertie pure, un système qu'on pourrait dire à inertie maîtrisée. Donc ça s'est traduit par un système de panneaux radiants qui fonctionnait avec la ventilation. Notre ventilation soufflait aux quatre coins de la maison. Et les deux systèmes fonctionnaient en complémentarité pour augmenter leur rendement et pour mettre en condition la maison plus rapidement. Alors, je vous parlais d'inertie, en fait, je remonte un petit peu dans le temps. Au début, dans nos recherches, on a exploré différentes pistes. Donc là, c'est les résultats des expérimentations terre qu'on avait fait pour Grain d'Isère en 2009, dans le cadre du studio. Donc vous pouvez voir différentes pistes qui avaient été explorées avec des briques de terre crue, des calpinages différents, d'autres pistes, pardon. D'autres pistes avec des blocs de pisé préfabriqués qu'on avait essayé d'imaginer, ou encore, là on avait un prémisse de ce qu'on a mis en place ensuite dans le prototype final, de la terre pleine coulée massivement dans un cadre en acier, ce qui s'est révélé très lourd et très difficile à transporter, mais on avait là un peu le début de ce qu'on avait pu développer pour le prototype final. Donc voilà, ça c'est le système, le fonctionnement qui a été retenu au final. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la compétition à Madrid, il y avait une donnée qui était très très importante, c'était qu'à l'intérieur de la maison, ça c'était un critère qui nous était demandé, il fallait qu'on maintienne une température entre 23 et 25 degrés, parallèlement à une certaine hygrométrie de l'air. C'est une donnée qui est très importante pour la conception du projet, qui a énormément influencé la conception de l'Armadillo Box. Et c'est une des raisons pour lesquelles la terre, à l'origine purement brute et utilisée comme un matériau passif dans la stratégie thermique de la maison, s'est transformée en un véritable système actif. Donc ça prend la forme de ces panneaux qui tapissaient les murs de la maison et dans lesquels, comme expliquait Guillaume tout à l'heure, il y avait un réseau d'eau qui circulait et qui permettait de faire circuler de l'eau à la température voulue afin de mettre en température la maison et de faire soit du chaud, soit du froid de manière avec un rayonnement, ce qui est sensiblement plus confortable que de souffler de l'air. Il y avait entre autres la donnée qui a influencé cette décision, ça a été le fait qu'il y avait des visites organisées de la maison dans le cadre de l'ouverture au grand public pendant la compétition et que ces visites-là amenaient énormément de charges internes, de chaleur qui risquait de se retourner contre nous au moment des prises de mesure de température. C'est-à-dire que si on mettait uniquement de l'inertie, on risquait de payer un peu les charges apportées par ces visites, la chaleur apportée par les gens, les portes ouvertes, etc. Au moment de reprendre les mesures de la compétition et de remettre en température la maison. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est orienté vers un système un peu, on va dire, un peu mixte. Donc voilà, en fait, un peu plus dans le détail, le fonctionnement du système, je ne vais pas trop m'attarder. Ce que vous voyez, la VP18, donc la machine compacte qui faisait la ventilation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et à l'extérieur, le module qui permettait de mettre à température de l'eau et de les faire circuler dans les panneaux radiants à l'intérieur de la maison, pour faire fonctionner les deux systèmes en même temps. On a travaillé dans cette expérience-là, on a travaillé avec des jeunes ingénieurs de Polytech Savoie qui, eux, ont développé toute une démarche scientifique pour essayer de récolter des données sur le fonctionnement de ces panneaux-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait fonctionner.
Ils ont essayé d'avoir une meilleure idée de ce qu'on pourrait en tirer à Madrid, d'avoir une idée de comment on allait pouvoir les piloter, comment on allait pouvoir s'en servir et quelles étaient les limites à ne pas dépasser dans leur fonctionnement pour ne pas prendre de risques à l'intérieur de la maison. Donc pour ça, ils ont construit un caisson étanche à l'intérieur duquel ils ont mis un panneau qu'ils ont testé. Ils ont fait des tests scientifiques avec des séries de mesures. Donc là, c'est le schéma de principe de l'installation. Voilà, donc ça nous a donné des données assez intéressantes qu'on a pu directement réutiliser pendant la compétition. Notamment, on a pu établir un débit auquel on allait pouvoir pulser l'eau à l'intérieur des panneaux pour que ça soit intéressant, pour qu'on ait un bon rapport entre le rendement de température et la consommation électrique de la machine. À partir d'un certain moment, si on mettait trop d'eau dans les panneaux, on allait surconsommer électriquement sur les pompes. On a aussi établi qu'on avait une température d'admission de 16 degrés en deçà de laquelle on risquait d'avoir la condensation qui apparaîtrait sur les panneaux. Mais ils ont aussi mis en évidence que la condensation finalement n'apparaissait pas facilement quand même sur les panneaux, que la Terre avait une bonne régulation de l'hygrométrie de l'air à l'intérieur du caisson. Donc ça a donné quoi? Eh ben, en grandeur nature, donc, je vous ai mis ces photos pour vous rappeler l'importance de l'enveloppe thermique dans le fonctionnement des systèmes à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire que ces systèmes-là ne fonctionneraient pas si on n'avait pas une excellente enveloppe thermique et une condition de confort à l'intérieur de la maison exceptionnelle. Il faut être très très hermétique à l'air également. Voilà, donc on a mis en place un système sur mesure, c'est des cadres acier fabriqués aux grands ateliers pendant la construction des prototypes, sur lesquels on est venu monter des panneaux préfabriqués climatiques qui, eux, pour le coup, sont des produits industrialisés, qui sont fabriqués en Allemagne. On a travaillé avec une entreprise allemande, Venn, qui fabrique ces panneaux-là, et ils nous ont fabriqué des panneaux sur mesure pour les adapter dans la maison. Voilà quelques photos d'installation pendant la construction de la maison. On peut voir un peu les réseaux qui permettent d'alimenter tout ça, l'installation de la machine, puis ensuite les finitions par-dessus les panneaux en terre. Une première finition avant de partir à Madrid, et on a terminé là-bas les enduits pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc voilà, ça c'est à Madrid. Ce qu'on peut retenir de là-bas, c'est que ça a quand même eu un bon succès auprès du public. D'une manière générale, les personnes on avait quand même des bons retours sur cette finition-là à l'intérieur, qui est quand même particulière pour une maison traditionnelle, on va dire. Le fait aussi qu'on ait fait fonctionner les systèmes pendant les visites, et on était à peu près les seuls à le faire, avait aussi un but éducatif pour montrer aux gens le fonctionnement des systèmes et comment on pouvait faire de la fraîcheur à la maison. Et d'une manière générale, les personnes ont plutôt été sensibles et ont plutôt apprécié la sensation de rayonnement de fraîcheur qu'on était fournie par les panneaux pendant la compétition. Ça nous a par ailleurs aussi rapporté quelques points sur les épreuves d'architecture et d'ingénierie, puisque c'était des matériaux, on va dire, assez peu courants dans la compétition, assez innovants, même si pourtant c'est des matériaux très simples, qui nous ont rapporté quelques points aussi. On était quasiment la seule équipe à utiliser l'inertie dans un prototype comme ça, qu'on devait déplacer, un prototype hyper performant qu'on devait déplacer pour une compétition comme celle-ci. Il y avait l'équipe de Berlin aussi qui avait utilisé un petit peu d'inertie, mais dans une moindre mesure que nous. Et on se démarquait vraiment à ce niveau-là des autres équipes en offrant une autre vision des choses. Donc voilà ce que ça peut donner pour la visite. Les gens qui touchaient les murs comme ça, c'était assez sympa. Ça marche. Voilà, pour terminer, au final, ça a quand même donné pleinement satisfaction sur le point de vue thermique au niveau de la compétition. Ce que vous voyez là, je sais pas si on voit bien, c'est la courbe de température pendant la semaine de compétition à l'intérieur de la maison. Vous pouvez voir qu'on est quand même resté relativement performant dans la fameuse limite des 23-25 degrés. Et voire on a même été les plus performants de toute la compétition sur ce secteur-là. On a vraiment réussi à maintenir une courbe vraiment régulière. Et je pense que c'est vraiment aussi dû à l'inertie qu'on a apportée dans la maison et à la façon de la gérer avec des systèmes qui sont tantôt passifs, tantôt actifs.
Bonsoir. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents éléments du projet Armadillo Box à travers leur préfabrication aux grands ateliers, donc de mi-mars à fin mai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la compétition, il y a une des contraintes qui était de construire en 10 jours là-bas à Madrid. Donc pour avoir un minimum de construction là-bas sur place, on a préfabriqué au maximum aux grands ateliers. Donc là, je vais commencer par le corps, qui est le noyau industrialisé de la maison, donc qui est préfabriqué en usine. Et c'est l'élément technique de la maison qui regroupe la salle de bain, la cuisine, le local technique, et aussi tout ce qui est réseau, un maximum de réseau, plomberie et électricité de la maison. Donc là, on a la structure en acier qui est la base du corps. Parce que vu que toute la maison devait être déplaçable, on avait besoin d'une structure à acier qui soit levable pour le corps. Donc cette structure en acier, elle a été dessinée et construite chez Bouchet. C'est une entreprise c'est un charpentier métallique près d'Annecy. Et donc là, on voit la structure qui est sur le camion pour aller aux grands ateliers. Donc une fois cette structure en acier arrivée aux grands ateliers, on l'a dégraissée d'abord et puis on l'a peint avec de la peinture anti-rouille pour éviter tout ce qui est oxydation au niveau des jonctions. Dans le même temps, on a toute une phase de travail avec des bureaux d'études techniques, donc tout ce qui est fluide et tout ce qui est électricité. Donc là, on voit une de nos séances de travail à l'école, pendant l'été 2009, où on a essayé de travailler justement sur l'optimisation au maximum de tous les réseaux dans ce corps, pour justement éviter toutes les interfaces entre le corps et le reste de la maison. Parce qu'au moment de l'assemblage, moins on avait d'interfaces à gérer, mieux c'était pour la rapidité d'assemblage et la facilité d'assemblage. Donc là, on commence à plaquer aux grands ateliers, à plaquer les différents, à définir les différents espaces de cette structure en acier. Donc on commence à plaquer avec l'OSB et directement on a les plombiers et électriciens qui viennent intervenir sur ce panneau. Donc là, en fait, on a une gaine technique dans laquelle on fait passer un maximum tout ce qui est réseau plomberie et réseau électrique. Donc là, on voit à un moment un peu plus avancé lors de la construction de grands ateliers, on voit qu'il y a déjà tout ce qui est câble d'électricité. La plomberie a déjà été calorifugée pour éviter au maximum tout ce qui est perte de charge à l'intérieur de la maison. Donc voilà, c'est toutes les photos du chantier, les différentes phases d'évolution de ce bloc technique. Avec là, c'est la phase où on a fait le sol de la salle de bain. Donc il fallait gérer une pente sur ce sol pour avoir une douche à l'italienne accessible aux handicapés. Après, pour tout ce qui est la phase, pour tout ce qui est installation de la cuisine, du lit et du bureau, on a travaillé avec l'entreprise Schmidt. Donc là également, pour nous étudiants, ça a été super intéressant parce qu'on a eu des échanges avec le bureau d'études de cette entreprise. Donc on est allé là-bas travailler et ils sont venus pour nous aider à installer. Et en fait, c'est tous ces échanges qui ont fait avancer notre conception et qui ont été super enrichissants pour nous, encore étudiants architectes. Donc là, on voit, il y a les premiers meubles de la cuisine qui commencent à être installés. Et dans le même temps, on a géré tout ce qui est support de finition. Là, on a tout ce qui est plaquage en placo dans la salle de bain avant la pose de la finition qui est ça s'appelle du target, c'est un type de liner de protection pour l'étanchéité dans la salle de bain. Donc on a différentes vues de ce noyau technique avec un lit. Et en fait, ce noyau technique, il était positionné au milieu de l'habitat, comme l'a dit Guillaume avant, pour pouvoir venir partitionner l'espace, le plan libre de l'espace général. Donc une fois ce noyau technique
comment dire, une fois qu'il était au maximum fini, on l'a levé aux grands ateliers et on a fait un premier assemblage de la maison pour voir, pour se préparer au mieux aux conditions de Madrid lors du remontage qu'on allait effectuer plus tard à Madrid en juin. Donc là, on a fait un système de... En fait, on faisait coulisser le corps à l'intérieur des tranches de skin sur des tréteaux et avec un système de rouleau en acier, on le faisait glisser à l'intérieur de la skin. Et à l'intérieur, après, on est venu installer des parois vitrées pour avoir quand même des séparations des différents espaces cuisine, salle de bain et donc garder une certaine intimité de ces espaces lorsqu'on les utilise. Donc là, on a la pose des portes à voie, qui sont des portes en verre, et ça a été assez délicat à poser. Et dans la partie nord de ce corps, en fait, on a une partie qui est intégrée à la skin, donc aux tranches qui sont en bois. Et cette partie, c'est le local technique qui est isolé du reste de la maison pour avoir peu de charge à l'intérieur de la maison, parce que toutes les machines qui sont installées dedans produisent énormément d'énergie et produisent de la chaleur également, et pour éviter que cette chaleur vienne à l'intérieur de la maison, on l'a isolé du reste de la maison. Donc là, on a l'installation et le branchement de la Nylane, qui a été présenté précédemment par Jocelyn et Guillaume. Et on a également toute l'installation électrique assez conséquente dans le cadre de cette compétition, avec différents dispositifs permettant de capter en continu les températures à l'intérieur de la maison et tout un système de domotique avec différents scénarios pour l'utilisation de la maison à différents moments de la journée. Et on peut également voir ici les onduleurs qui récupèrent l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Donc maintenant je vais vous présenter la skin, qui est l'enveloppe thermique de la maison. C'est une structure bois qui est faite en autoconstruction assistée. Donc avant de construire cette enveloppe, on a eu tout un travail avec les Master 1 qui ont testé différentes solutions constructives aux grands ateliers pendant leur module bois et leur module acier pour trouver un optimum au niveau de la structure pour avoir un minimum de pont thermique. Parce qu'on voulait que cette enveloppe de la maison soit isolée et ait un minimum de déperdition et donc de pont thermique. Pour cette phase, on a également travaillé avec des personnes extérieures à l'école. Donc là, on a élaboré tout ce qui est détails techniques avec les compagnons du Tour de France. Et en fait, c'est à partir du moment où on a travaillé avec eux qu'on a vraiment réussi à avancer sur ces détails techniques, parce que nous, avec nos compétences d'étudiants architectes, il y a plein de choses qu'on ne savait pas et qu'on avait du mal à extrapoler à la construction. Et là, ce travail avec des personnes qui construisent en permanence nous a permis vraiment de figer tous ces éléments techniques. Donc là, c'est mi-mars aux grands ateliers, au début de la construction. Donc à ce moment-là, on avait juste les poutres qui étaient arrivées. C'est des poutres en bois, en I, et qui sont isolées de chaque côté de l'arbre. Donc à partir de ces poutres, on les a découpées, et après on a assemblé les différents portiques. Donc là, on voit l'assemblage de ces portiques au sol. Donc, dans toutes ces phases de construction, on a aussi été assisté par les compagnons du Tour de France. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas été capable de mener à bien cette expérience. Donc ces portiques on a également installé des anneaux de levage pour ces différents portiques pour pouvoir lever les différentes tranches après. Donc là, on a une platine en acier qui vient se fixer sur l'âme de la poutre en I. Et on est venu, donc au niveau des jonctions entre les différents poteaux et poutres, on est venu les assembler avec des coussins en contreplaqué qui permettent de rigidifier l'assemblage. Donc là, on voit, c'est le moment où on avait construit tous les portiques au grand atelier. C'était avant de construire les différentes tranches.
Donc là, c'est le début de l'assemblage de ces portiques en tranches. Donc on gère l'écartement de ces portiques avec des entretoises en bois. Et donc on peut voir sur l'image d'après. Une fois ces tranches faites, on est venu plaquer en OSB de chaque côté des portiques et isoler à l'intérieur avec 24 cm de laine de bois. Et une fois ces portiques assemblés à l'horizontale, on les a ensuite levés avec l'aide des compagnons, qui sont à différents endroits sur cette photo. Et donc ça, en fait, nous, en tant qu'architectes, on n'aurait pas imaginé les monter à l'horizontale. C'est eux justement qui nous ont montré ce moyen de construction qui nous a grandement facilité la tâche dans les ateliers. Donc là, on peut voir différentes tranches qui sont en train d'être isolées. Les tranches, elles faisaient cette dimension par rapport à des contraintes de transport à Madrid. En effet, il fallait qu'elles tiennent sur des camions, donc là, elles font 2,40 m, ce qui était le maximum possible. Et après, pour couper au maximum les ponts thermiques, on est venu surisoler avec de la fibre de bois à l'intérieur de ces tranches. Donc là, on voit ces panneaux en fibre de bois de 6 cm qui sont posés à l'intérieur des différentes tranches. Et là, on voit la tranche nord dans laquelle on est venu monter le local technique. Donc le local technique, il était directement intégré à une des tranches. À partir de ce moment-là, on a posé le frein vapeur à l'intérieur de ces tranches et l'étanchéité à l'extérieur. Donc le frein vapeur était extrêmement important pour avoir une super bonne étanchéité à l'air, avoir très peu de fuite et pouvoir contrôler au maximum les températures à l'intérieur de la maison. En toiture, en fait, l'étanchéité, on l'a fait sur la spine, on ne l'a pas fait sur la chaîne. Et donc, sur le toit de ces différentes tranches, une fois assemblées, on est venu poser un bac acier. Donc là, on voit la pose du bac acier, également aidé par des compagnons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était l'équipe de 11 étudiants sur le projet, aidés à certains moments par des premières années, des Master 1. On était quand même laissés à nous-mêmes et heureusement qu'il y a eu les compagnons pour nous assister tout au long de ce montage. Là, on voit le triple vitrage lorsqu'il est arrivé aux grands ateliers. Donc là, pareil, ça a été un grand moment de solitude parce qu'il a fallu qu'on pose nous-mêmes. Donc, vous imaginez un peu notre état à ce moment-là. Et donc, là, pareil, on a fait appel aux compagnons qui nous ont envoyé une personne qui posait des menuiseries et qui est venue nous assister une matinée pour le début de la pose des menuiseries. Donc là, on peut voir que même le plombier nous a aidés dans ces différentes phases, donc c'était vraiment un grand travail d'équipe. Donc là, c'est l'ajustage le réglage des menuiseries. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la finition à l'intérieur de ces différentes tranches. Donc là, on a la pose des solives avant la pose du plancher. On posait sur du liège pour amortir tout ce qui est pas et tout ce qui est bruit d'impact. Et les finitions au niveau du faux plafond. On a dû mettre un faux plafond parce qu'on avait beaucoup de réseaux qui passaient en toiture, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est réseau électrique. Donc on a placé un faux plafond. Et à l'intérieur, on voit les panneaux en terre que Jocelyn a présenté avant, au moment où ils sont enduits. Et là, on les voit une fois qu'ils ont été enduits aux grands ateliers. À l'extérieur également, on avait des façades qui étaient en terre. Donc là, on voit bien les jonctions entre les différentes tranches, entre les 4 tranches, avec
une partie fixe qui va voyager avec les tranches, qui est déjà enduite aux grands ateliers. Et après, on a toutes les jonctions qui sont posées au moment de la construction à Madrid. Une fois cet assemblage fait, on a fait un test de perméabilité à l'air pour voir comment se comportait la maison, pour voir les points à améliorer ou quels étaient les points de fuite dans la maison et pouvoir régler tous ces problèmes avant le départ à Madrid. Donc là, on a mis la maison en dépression avec Jean-Christophe, qui est un ingénieur qui a travaillé avec l'équipe. Et après, avec une pipette, on regardait où l'air traversait pour voir les différents points de fuite, donc principalement au niveau des menuiseries. Mais dans ce cas-là, vu qu'on était avec un vitrage hyper performant, on a eu très peu de fuite. Donc, je vais vous présenter du coup la troisième partie du projet qui est la chaîne. Donc, c'est le bouclier capteur protecteur. Donc, le travail a commencé avec un premier schéma très global qu'on a donné au Master 1, donc, qui aujourd'hui sont en Master 2. Et ils ont pu réaliser une maquette à l'échelle 1.1, un prototype qui a permis de vérifier la volumétrie, de regarder spatialement qu'est-ce que ça générait. Donc ça nous a permis de confirmer aussi cette toiture avec des pentes, avec plusieurs pentes au nord et au sud. Donc, ouais, on voit rien. Donc, après, une fois qu'on avait fait cette maquette, on est parti dans l'entreprise Boucher, donc qui est une entreprise de charpente métallique. Donc, on est parti à 4 étudiants. Donc, 2 étudiants qui travaillaient sur la variation Ines et 2 étudiants qui ont travaillé sur le prototype Madrid. Donc, on est allé dans cette entreprise pour dessiner tous les plans. Donc, les plans de découpe, les plans d'assemblage, les plans de montage. Donc on a réalisé un modèle 3D sous leur logiciel qui générait tous les plans pour pouvoir après usiner le métal. Donc ici sur l'image de gauche vous avez tout le stock d'acier qui a servi à construire le bouclier capteur protecteur. Donc en arrivant, qui est de l'acier brut, donc il y a plusieurs types de profils. Sur la droite, vous avez une machine, donc un bout de machine avec les plans qui sont affichés, qui vont permettre de faire les débits après. Donc ici, ça c'est la première machine qu'ils avaient. C'est une machine, on rentre juste les longueurs et après on met les profils à l'entrée et ils viennent découper les profils automatiquement. Ils peuvent faire des angles à 45 et ça permet d'aller très très vite et ils ont découpé très très rapidement. Donc on y a passé 3 semaines à dessiner le projet et en 2 semaines et demie, ils avaient réalisé entièrement la charpente métallique. Donc ils ont un délai de production qui est très très court. Donc ici, ça c'est une machine à découpe à eau, donc qui permet on vient avec une plaque en métal, on a fait le modèle 3D avant. On génère un DWG, quoi, et la machine le récupère, et juste avec un jet d'eau, elle vient découper sur la plaque de métal, des pièces en métal. Donc ici, on a plusieurs exemples de pièces conservées au projet. Et il y a des textes qui sont marqués dessus. Tous ces textes-là, c'est des références qui permettent de les retrouver sur les plans à un moment donné pour savoir où est-ce qu'ils les soudent, et après, nous, pour savoir avec les fiches d'assemblage, telle pièce s'appelle de telle manière et il faut le mettre à tel endroit sur le projet. Donc ici, Grégory avec les platines de levage. Donc Grégory, c'est un autre étudiant en master qui est venu travailler chez Boucher avec moi. Et à droite, vous avez différents assemblages soudés. Donc après, on a reçu du coup tout l'acier transformé et peint, donc c'est l'acier laqué aux grands ateliers, donc bien emballé sur un convoi exceptionnel.
Donc il a fallu commencer à essayer d'assembler une première fois pour voir si tout fonctionnait bien, donc avec quelques petits aléas à certains endroits. Donc ces fondations, ça c'est une partie, donc la chaîne, elle sert à la fois de couverture, mais elle a une partie qui supporte toute l'enveloppe thermique. Donc cette partie-là, elle est faite en acier aussi, avec des plots de fondation réglables qui permettent de s'adapter sur le terrain, qui va être un terrain qui a des variations de niveau. Donc on s'est entraîné sur un sol plat, et on s'est rendu compte que c'était déjà très compliqué, ça prenait beaucoup de temps. Donc on a essayé d'optimiser chaque geste, et chaque boulon qu'on n'avait pas vissé sur le site, ça serait un boulon d'économiser, et ça serait du temps de gagner, parce que sur site on n'a que 10 jours pour construire, 24 heures sur 24 avec 3 équipes qui tournent, donc il fallait optimiser au maximum. Donc là c'est tout l'ensemble des fondations une fois assemblées. Ici on a l'assemblage d'un premier portique de ce bouclier, qui est levé avec le pont roulant, et amené pour former tout cet ensemble qui est du coup cette structure primaire qui va servir de support pour après les autres éléments secondaires. Donc tout a été pensé dans cette structure, je ne l'ai pas dit, mais quand on l'a dessinée, la structure métallique, il fallait réfléchir à chaque percement pour pouvoir faire chaque assemblage de la structure secondaire. Donc pour chaque panneau solaire, il fallait prévoir le trou pour mettre la vis. Pour chaque store, il fallait donc c'était une démarche des allers-retours avec les entreprises qui faisaient les panneaux solaires, savoir où ils avaient des percements dans leurs panneaux, et puis revenir sur le projet, remodifier. Et c'était des allers-retours permanents entre chaque entreprise. Donc on a mis aussi les compétences de deux entreprises ensemble pour pouvoir développer un élément de notre projet. Donc sur notre projet, dans son architecture, il y avait des systèmes de brise-soleil photovoltaïques sur les deux façades est et ouest, chose qu'on n'a pas trouvée dans le commerce. On a trouvé deux partenaires par contre, un qui faisait des brises-soleil, un autre qui faisait des panneaux photovoltaïques sur mesure. Et ben on les a fait interagir pour pouvoir fabriquer ces brises-soleil photovoltaïques. Donc ça a été aussi là des longues négociations, savoir jusqu'où s'arrêtait le travail de l'un par rapport à l'autre, et puis voir les compatibilités. Donc le panneau photovoltaïque a été fait sur mesure, donc avec la dimension au millimètre, la rigueur de l'acier c'est vraiment au millimètre, donc ça veut dire on n'a pas le droit à l'erreur. Donc quand on commande des brises-soleil, on n'a pas intérêt de se tromper d'un millimètre parce que sinon ça ne rentrera pas dans la structure par la suite. Donc là c'est un premier essai de montage de ces brises-soleil, donc on a essayé de les monter par 4. Et on a besoin de 5 personnes pour le monter par 4. Là, on s'est dit, il y a un problème, on va utiliser trop de personnes et on va perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc, les Master 1 ont trouvé une autre solution et à simplement 2 personnes, ils ont permis en fait, avec une équipe de 2 personnes qui travaille du coup plus longtemps mais plus calmement, sans risque de casser trop de choses. Et du coup, ça a permis d'optimiser vraiment la façon dont on allait l'assembler à Madrid. Donc, ces brises-soleil une fois installées. Et l'autre partie qui est devant, donc il y a d'autres panneaux solaires. Sur la partie en dessous, on voit la partie de protection, du coup, qui est la partie de protection solaire, qui sont des stores à très basse émissivité qui permettent de renvoyer une grande quantité de rayons de lumière et du coup d'éviter la surchauffe de l'enveloppe thermique en dessous. Ils se sont avérés très très intéressants par la suite dans la compétition. L'autre partie du travail qu'on a dû faire, donc c'était on voit rien encore. Donc c'est le câblage, la conception c'est dommage que vous ne voyez pas parce que c'est bien compliqué. C'est dessiner chaque boucle de panneaux solaires jusqu'à son entrée dans les onduleurs. Donc ça demande du dimensionnement qu'on a dû le faire nous-mêmes. On a dû faire les schémas pour optimiser vraiment au maximum la production de tous ces panneaux photovoltaïques qui vont donc, les panneaux photovoltaïques vont produire de l'électricité continue qui va être du coup envoyée dans les éléments que vous voyez à droite, c'est les onduleurs, qui eux vont retransformer ce courant continu en courant alternatif pour pouvoir l'envoyer sur le réseau, donc le revendre à l'EDF ou au réseau espagnol.
pour pouvoir après, nous on va réutiliser de l'électricité du réseau. Et c'est comme ça, c'est le cycle de l'électricité. Et donc on avait 15,3 kW crête installés sur les panneaux et les onduleurs, donc il y a une perte de charge du panneau déjà jusqu'aux onduleurs et les onduleurs étaient à 13,8 kW crête en sortie de l'onduleur parce qu'après il y a encore une perte de charge dans les onduleurs. Donc c'est vraiment tout des calculs de dimensionnement et tout qu'on a appris à faire et c'était vraiment intéressant par rapport à ça. Donc je vais laisser la parole à la partie communication par les étudiants de l'école de management. Bonjour, comme a dit Hugo, je fais partie des étudiants de Grenoble École de Management qui ont eu l'opportunité de travailler sur ce projet l'année dernière. Nous avons travaillé donc sur deux critères avec eux, sur le critère de la communication et sur celui de la viabilité de marché. Sur le critère de la communication, l'enjeu était de communiquer un maximum autour du projet, d'en parler un maximum. Pour ce faire, on a travaillé sur la question d'abord du logo et du slogan du projet. Donc, comme vous avez pu le constater, ça a donné lieu à l'apparition de ce joli tatou qui, à l'image de la maison, reflète le projet qui est constitué du corps skin shell, comme ça a été présenté avant. Ensuite, on a essayé d'assurer une visibilité sur le web, notamment avec l'INES et l'ENSAG. Sont apparus un site web et une newsletter qui ont permis de tenir informés tous les partenaires du projet et toutes les personnes intéressées de l'avancée du projet puis de la compétition à Madrid. Pour la gestion des relations presse, un certain nombre de communiqués de presse ont été diffusés, aussi bien la presse spécialisée qu'au grand public et aux institutionnels. Et enfin, sur la compétition, la communication a été assurée donc, à Madrid en amont, puis sur la compétition, par toute une série de mesures que nous avons prises pendant l'année. Ça a été assez intéressant de confronter nos points de vue entre étudiants d'école de commerce et les étudiants de l'ENSAG, puisque de par nos formations, nous voyons les choses différemment. Et finalement, ça a été un bon consensus, puisque nous sommes assez satisfaits de la visibilité qu'a été le projet aujourd'hui. Et on peut pratiquement parler d'une communauté Solar Decathlon, puisque finalement, certaines personnes ont suivi le projet depuis les 2 dernières années, et notamment lors de la compétition, grâce à tous les supports web qui ont été mis en place, tout le monde a pu être tenu informé et suivre l'avancée de la compétition en temps réel. Donc comme je vous le disais, on a été assez satisfait de ce qui s'est passé. En termes le jury a jugé que ce que nous avions fait était correct. Ensuite, on s'est intéressé à un deuxième critère où là, on a pu apporter un peu plus de compétences sur la partie industrialisation et faisabilité économique. Donc là, l'enjeu, en fait, était de proposer un scénario de mise sur le marché de ce concept pour démontrer le potentiel en termes de rentabilité qu'avait le projet. Donc pour ce faire, on a procédé en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a effectué une étude de marché, donc on s'est intéressé au marché de l'habitat dans sa globalité, et là on s'est rendu compte que l'Armadillo Box avait réellement un potentiel marché très intéressant sur certains segments de marché en particulier, notamment celui bien sûr des résidences principales et secondaires, mais aussi sur les logements collectifs et logements sociaux pour les variations qui vous ont été présentées précédemment en logement collectif. Et aussi pour tout ce qui pouvait être village vacances ou maison de vacances. L'Armadillo Box présentait un réel potentiel marché, ce qui nous a permis de construire un business model, donc un modèle économique de commercialisation de la maison, donc toujours sur quelque chose d'imaginé et de scénarisé. L'idée en fait était d'imaginer une entreprise qui pourrait commercialiser cette innovation pour le mieux. Et nous avons ensuite
ensuite proposé toute une série de tableaux économiques qui ont démontré la faisabilité de notre modèle. Et en fait, c'était assez intéressant de remarquer que la rentabilité qui était proposée pouvait aller au-delà des espérances qu'on avait en commençant à travailler. Et ce, en fait, parce que les débouchés de marché qu'avait l'Armadillo-Box étaient positionnés là où l'argent pouvait être trouvé. Donc aujourd'hui, l'Armadillo-Box peut être lancée sur le marché et avoir un réel potentiel si elle devait être commercialisée. Donc là encore, le jury a estimé que notre modèle était viable et donc ça a confirmé tout ce qu'on a pu étudier pendant l'année. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler de un peu la période de l'aboutissement de tout ce projet. Donc désolé si un peu, ça peut ressembler des fois un peu à un album de vacances comme on m'a dit, mais bon, c'est bien qu'on y ait pris du plaisir. Donc rapidement le calendrier de ce mois. Donc comme on l'a dit avant, on avait 9 jours pour construire. Ensuite 10 jours de compétition pendant laquelle on faisait visiter la maison et pendant laquelle on était évalué sur beaucoup de critères, sur des mesures, mais aussi sur ce qu'ils appelaient sur des petites épreuves ponctuelles, en fait, comme faire couler une douche, pour voir un peu la réaction de la maison en fonction de ses tâches. Et enfin, suite à cette compétition, une fois le résultat donné, on avait 4 jours pour démonter. Donc on est parti à un peu plus que le groupe de 13 de base du master, donc une cinquantaine d'étudiants pour pouvoir réaliser cette maison dans les temps voulus. Donc on est parti à plusieurs avions, enfin, on est arrivé à plusieurs différents. Donc là on peut lire l'anxiété de Christophe qui n'a jamais pris l'avion. Donc avant que la compétition commence, il a fallu bien sûr prévoir comment nourrir toutes ces bouches. Donc on est parti avec nos petits chariots, on a rempli les placards. Pas que les placards. Donc après on a reçu notre uniforme qui était imposé par le règlement du Solar Décathlon. On s'est équipé et puis on est parti en vadrouille un peu découvrir la maison. Donc les derniers jours avant le début vraiment du chantier, on allait relever sur site. Pour la petite histoire, donc le site qu'on nous avait donné, on a découvert sur place qu'en fait le site sur lequel on pensait être depuis presque un an, en fait, on nous en avait attribué un autre il y a quelques jours. Donc on était assez content de changer de site au dernier moment. Et puis sur place, on a pu rencontrer les premiers concurrents et essayer de mieux les connaître ailleurs que sur le chantier. Donc voilà, donc, la partie concrète, le début du chantier. Donc c'est ce site que, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la première photo qu'a montré Pascal au début, où la maison était assez isolée. Donc c'est ce site qu'on nous a donné à la dernière minute. Donc on a commencé rapidement par faire des relevés de niveau pour poser les fondations au plus vite. Voilà, mesure de niveau. Donc la maison, je vais vous montrer un peu, est partie des grands ateliers sur 4 convois exceptionnels et 5 autres camions. Et donc là, on voit les premiers camions convois exceptionnels qui arrivent avec les tranches de maison qu'on pose très rapidement sur les fondations. Donc là, on revoit un peu les étapes que vous ont montré Hugo et Maxime. Donc avec l'insertion du corps dans les 2 premières tranches de la skin. Donc bon, il y a beaucoup d'images de nuit, comme on vous l'a dit, on travaille en 3/8. Donc là, c'est le début du remontage de l'échelle. Donc avec vraiment, que ce soit étudiants ou dirigeants qui mettent la main à la pâte. Sous la pluie en plus, en juin à Madrid, normalement. Donc ça a causé pas mal de problèmes dans celui-là, mais bon, on avait pas mal d'étudiants qui ont pu aider, qui étaient pompiers, etc. C'était assez pratique.
Donc là, c'est le montage de la partie dont on était un peu moins sûr parce qu'on n'avait pas pu, au niveau place et au niveau temps, l'essayer dans les ateliers. Et donc bon, ça a assez bien marché, on est assez content. Et puis en plus, c'est avéré que c'est devenu c'était un plus au niveau de la compétition par la suite dans les jurys. C'est les espaces extérieurs qui ont beaucoup plu aux jurys. Donc là, on peut voir les finitions donc, avec le plantage du potager dans le jardinier. Bien sûr, on bosse en 3/8. C'est éprouvant, même s'il n'y a pas de décalage horaire. Bon, pendant ce temps-là, il y a des autres groupes qui doivent faire autre chose. Se reposer beaucoup, parce qu'il fait chaud. Mais il y en a d'autres qui font des blagues pendant qu'on dort. Ça nous fait perdre du temps. Et il y en a d'autres qui se maintiennent en forme. Ou qui travaillent leur souffle. Donc voilà, donc une fois cette maison construite, la compétition allait commencer, donc c'était déjà un premier pré-aboutissement, on va dire. Donc la compétition allait commencer. Voilà. Donc voilà les premières images de la maison finie. Parce qu'aux grands ateliers, on n'avait pas pu faire toutes les finitions non plus. C'est une question pratique. Vous pouvez voir la dernière couche d'enduit de finition des panneaux terre qui a été faite sur place. La salle de bain. Le salon avec le lit déplié. Voilà les portes glissantes. Donc après, les vues extérieures. Donc avec ce vélum déployé qui était prévu pour faire de l'ombre, qu'on pensait parcourir le long de ces câbles, mais comme on avait été trop malin, ils ont créé un point de règlement juste pour nous, pour qu'on n'ait pas le droit de le faire, parce que sinon on aurait été trop performant apparemment. Donc avec la question de la mobilité qui avait été introduite dans le projet, on a dû le dire précédemment. Voilà. Et donc un endroit agréable dans lequel on peut se reposer. Donc les vues extérieures, il faut savoir qu'il y a eu dans le jury d'architecture, il y avait deux parties, donc l'architecture en tant que telle et ce qu'ils appelaient le lighting design, donc ils jugeaient de l'éclairage de la maison à nuit. Voilà. Donc pendant la semaine de la compétition, il y a 2 temps. Il y a le moment des visites, parce que le but quand même de cette opération, à la base, c'était de communiquer sur le sujet. Donc les visites au public. Donc nous, on avait un peu le choix de savoir comment on recevait ce public. Nous, on avait pris le parti de gérer des groupes et les faire passer d'étape en étape pour expliquer la maison, pour vraiment que ce ne soit pas juste une visite de maison sans poser de questions, où on vient donner l'information directement pour informer les gens. Donc là, c'est principalement les étudiants du master, ainsi que les étudiants des autres écoles associées qui faisaient les visites en fonction de leurs compétences linguistiques. Explication intérieure. Et on est équipé pour faire les visites par tout temps, donc ça ne gêne pas les gens, ils sont contents. Donc pendant cet événement, on a eu la chance aussi de rencontrer, on peut appeler des VIP. Donc c'est toujours dans le cadre de cette communication. Hein. Donc, au niveau des architectes, principalement, on avait comme VIP un membre du jury architecture qui était Glenn Murcutt. On a eu la visite du secrétaire d'État au logement, Benoît Paru, qui a été maintenu. Et donc la ministre du logement espagnol et le prince d'Espagne, Felipe.
Donc en dehors des visites, la compétition ne s'arrêtait pas, parce qu'on a un peu mis du temps à comprendre. On a mis un peu de temps à comprendre. Fallait piloter la maison. Donc pour maintenir la maison dans les conditions exigées, à savoir température, hygrométrie. Donc pour ça, on avait une super équipe d'ingénieurs, Laurent ici présent, qui travaille toujours, et donc qui ont superbement piloté la maison. Ces épreuves étaient surveillées par des membres de l'organisation, donc Noémie ici, et Mariana qui était notre support linguistique. Pendant ces périodes, on était aussi chargé de nettoyer la maison pour préparer les prochaines visites. Alors que pendant ce temps-là, ceux qui avaient le plus travaillé avant se sont reposés. Donc bon, là ça paraît comme une fête, mais c'est bel et bien une épreuve, parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a encore des sondes dans la maison. Donc 2 fois dans la semaine, on a dû organiser un repas pour lequel on avait été formé. On a été formé pour faire 2 menus, où on invitait 2 membres de 3 équipes extérieures, et puis nous, pareil, on était invités chez les autres. Donc on était notés sur un peu comme un dîner presque parfait, sur le principe, sur la convivialité, la qualité du repas. Donc au niveau des jurys, donc il y avait un jury, il y avait des jurys la journée, et puis un résultat de jury par soir. Donc à chaque fois, on apprenait notre classement, le nombre de points qu'on accumulait, et on voyait chaque jour notre classement évoluer. Donc là, vous voyez encore un étudiant de GEM qui était pour le jury communication. Guillaume, ici, qui explique les détails techniques sur une tranche de mur au jury d'architecture. Hugo qui explique... Il ne se fait pas expliquer, il explique, c'est la photo qui est trompeuse. Au jury, système solaire. Et donc bon, on était pas trop mal, parce qu'on a reçu quelques prix. Et la joie se lit sur les visages. Donc voilà un résumé de nos classements. Donc on voit que système solaire, on n'a pas été très bon, mais sur la production, on a été bon. Donc il y a eu 2 critères, on n'a pas été très bon, mais sinon on s'est maintenu dans les 2, 3, 4e places. C'est ce qui était pas mal pour nous, pour des Français par rapport à des Allemands par exemple. Donc le dernier jour, à la fin, on nous a tous rassemblés dans la grande tente centrale, où ils allaient remettre les 3 derniers prix, et donc après donner le podium, enfin le classement final de ce Solar Décathlon suite à ces résultats. Donc on était une des plus grosses délégations, ça se voit, une grosse ambiance. On a eu un de ces prix avant le classement final. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on le sentait, mais on ne voulait pas descendre de l'estrade parce qu'on sentait peut-être qu'on n'allait pas y remonter. Parce qu'au final, en 3e, l'équipe de Stuttgart, 2e, l'équipe de Rosenheim, qui est en Bavière, le premier, l'équipe de Virginia Tech, États-Unis. Et alors qu'on se plaçait dans les 3 premiers pendant une semaine, on s'est retrouvé le dernier jour 4e. Une place de français, médaille en chocolat. On commence à avoir l'habitude. Donc suite à ça, on fait un petit bilan sur la maison avant de clôturer ce moment pédagogique mais de fête aussi, par une fête. Voilà. Bon, ça, c'est que des étudiants de Grenoble. On était champions de l'échange de maillots. Et donc, à la fin de ça, on a eu 4 jours un peu difficiles pour démonter la maison, recharger les camions, pour les renvoyer directement dans les ateliers, où on est retourné tout de suite après pour remonter rapidement la maison et pas l'entreposer sans qu'elle puisse continuer. Donc, je vais laisser la parole à Thomas Jussel. Bonjour. Comme vous avez pu le constater avec Quentin, le Solar Décathlon a été une expérience très dense et très riche.
Moi, je vais vous présenter plus le côté enseignant et l'expérience pédagogique et les bénéfices qu'on a pu en tirer. Donc tout d'abord, le Solar Décathlon, c'est un programme de recherche et de développement qui s'étale sur 2 années, donc qui a démarré en 2008, pour l'année 2008-2009, puis 2009-2010. Elle a commencé donc en 2008-2009 avec les équipes donc, de Master 2 et de Master 1, les Master 2 ayant initialisé le projet en travaillant sur l'esquisse, la PS et la PD, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du concept et des préétudes qui ont constitué les projets de fin d'études de ces étudiants. Et en parallèle, les Master 1 ont, eux, comme vous avez pu le voir, travaillé sur tout ce qui est propédeutique et réalisé des expérimentations au niveau de ce qui est terre, de ce qui est bois et de ce qui est acier notamment. Ils ont travaillé sur une maquette et notamment un film lié sur ce Solar Décathlon. Ensuite, il y a eu une période de transition qui était l'été où il y a une dizaine d'étudiants qui ont travaillé sur un stage de master, notamment sur un des délivrables qui était situé en septembre dans le planning, donc il fallait bien travailler également l'été. Et puis l'année, alors j'ai oublié également les étudiants de Polytech qui ont travaillé en master 2 sur les questions thermiques et d'éco-conception, sur cette première année 2008-2009. Et puis 2009-2010, donc des anciens étudiants de Master 2 qui étaient passés en HMO, 2 étudiants ont continué pour avoir un peu un fil conducteur. Puis les Master 1 qui sont passés en Master 2 ont pu poursuivre le projet avec finalement des projets dans le projet. C'est ce qu'on s'est un petit peu aperçu, c'est les caractéristiques un peu de la R&D en architecture. L'ont finalisé sur des phases plus avancées de projet, d'exé. On fait la fabrication et donc on fait leur projet de fin d'études sur ces 3 phases. Et puis les Master 1, bien sûr, qui sont arrivés, ont recommencé avec des expérimentations, et c'est ce qui permet comme ça d'associer l'ensemble des Master 1 et 2 de chaque année au projet, et donc de jumeler, et de voir chaque promo voit les 2 phases, donc plus conceptuelles et plus d'exécution. En parallèle, donc vous avez pu le voir, les étudiants de GEM ont participé également et ont travaillé au niveau des Master 2 sur la question de la communication et de l'industrialisation. Et une deuxième promo de Master 2 Polytech ont également travaillé sur les questions de thermique et de structure. Donc vous voyez déjà que d'un point de vue pédagogique, on a pu mixer des populations assez hétérogènes, et c'est ce qui était notamment assez intéressant à ce niveau-là. Donc on voit ici un peu une photo de famille à niveau Master 2. 2008-2009, on a travaillé sur la conception d'une bibliothèque de projet. Initialement, l'ensemble des projets ont été lancés via un concours au niveau de la Cité de l'Architecture, qui a très bien marché, puisque je crois qu'il y a eu les premiers prix et les troisièmes prix qui ont été décernés notamment à l'ENSAC, plus une mention spéciale. Et ça aboutit donc au PFE, plus un projet Outsider qui est une variante un peu de l'Armadillo, avec le Conseil Général 71. Ici, on voit également une autre photo de famille, Master 1 ENSAC 2009-2010, sur l'expérimentation bois et acier, dont on vous a déjà parlé, plus les Master 2, GEM, Polytech, avec comme support notamment l'écoquartier Travelon-Île-d'Abo et le logement étudiant Valois, qui aboutiront donc à un PFE en 2011 sur le même sujet. Des Master 2 2009-2010, donc qui ont pu développer le projet Armadillo Box. En support, vous avez pu le voir, Armadillo Box Madrid que vous voyez, mais également différentes variations, notamment à l'INES, aussi sur la question des logements collectifs, et également sur un écoquartier à Tournu, qui ont abouti à la PF 2010, plus la compétition également à Madrid. Vous voyez ici une cinquantaine d'étudiants et d'enseignants étaient représentés. Alors, au-delà de la diversité des profils et de l'ancrage, on va dire, du Décathlon dans le programme pédagogique, ce qui a été très intéressant de ressortir en termes de retour d'expérience, c'est la question de la collaboration architecte-ingénieur, puisque Pascal le disait en introduction, c'est également une des clés et une des voies pour un développement durable. On peut retenir du Solar Décathlon que ça a permis une intense confrontation entre architectes et d'ingénieurs durant 2 ans, et ce de manière exacerbée. Alors exacerbée pourquoi ? Premièrement parce qu'on est dans le cadre de contraintes énergétiques extrêmes, exceptionnelles, pour l'instant, qui ne seront pas d'ici une dizaine d'années, ce sera une généralité, mais pour l'instant assez exceptionnelles,
Donc avec une dominante technique très importante qu'il s'agit de conjuguer d'un point de vue architectural. Ensuite, avec une grande diversité de techniciens, je crois que vous avez pu vous rendre compte de l'importance, que ce soit au niveau des bureaux d'études, des différentes écoles d'ingénieurs qui ont été associées au travail. Donc une grosse hétérogénéité et diversité en termes de technicité. Et également dans le cadre d'une compétition, forcément où le temps est compté, donc où il y a des pressions, des charrettes. Et il faut avancer, donc il y a une obligation un petit peu de résultat. Et de tout ce bouillon de culture, ce qu'on a pu en constater comme bénéfice pédagogique, notamment 4, c'est l'apprentissage des langages réciproques, ce qui est extrêmement important, savoir communiquer l'un avec l'autre, on va détailler un petit peu après, la connaissance des contraintes des métiers dans lesquels on suit un cursus pédagogique, ingénieur, architecte, mais aussi communicant et autres, savoir exploiter les savoirs des autres au bon moment avec les bons outils, et tout ça au final pour l'ENSAG au service d'une expression architecturale, puisqu'il s'agit au final de maîtriser la technique pour en ressortir une architecture et donc de la valoriser, de s'en servir et de ne pas la subir comme une contrainte. Donc c'est cette connaissance finalement de l'autre au service du projet collaboratif qui est une des clés essentielles pour un développement durable. Alors l'apprentissage des langues, c'est bien sûr être capable de dialoguer avec des techniciens, alors que ce soit au niveau des automatismes par exemple, au niveau de la question des CVC thermiques au niveau de Milan, que ce soit au niveau des menuiseries, on peut voir ici, ou des systèmes actifs comme le photovoltaïque. Il s'agit de comprendre le discours de l'autre et de maîtriser donc un minimum de langage sans être spécialiste, et s'approprier un discours technique pour pouvoir le réinterpréter. Au niveau des connaissances des contraintes métiers, là encore une fois, c'est un challenge qui a été relevé et qui est très positif, puisque s'il s'agit de croiser des processus de conception qui sont assez linéaires pour la question de l'ingénierie, et plutôt non linéaires et plutôt créatifs pour la question de l'architecte, avec des moments d'intense création, très brouillons, et d'autres moments plus linéaires. Et on s'est très vite aperçu que ça a pu déstabiliser certains étudiants, par exemple en ingénierie, qui disaient « mais on m'a demandé de bosser sur un sujet, 15 jours après je reviens, l'architecte a changé d'esquisse, qu'est-ce que je fais ?» Donc il s'agit finalement d'adapter les études d'ingénierie à l'avancement d'un projet. Et ça, c'est bien la réalité auxquelles vont devoir faire face les futurs étudiants donc professionnels, architectes et ingénieurs. Donc, savoir adapter les études en fonction de l'avancement du projet. Et puis, comprendre le devoir de synthèse de l'architecte et contextualiser les solutions, parce que finalement, dans ce cadre-là, où il y avait une dizaine de critères qui étaient jugés, chaque expert, spécialiste, étudiant, professeur avait sa vision idéale de ce que devait être le projet. Et donc, il s'agissait d'en retirer une synthèse de tout ça, donc forcément de faire des compromis et d'adapter les situations. C'était aussi, en termes pédagogiques, intéressant de comprendre l'exploitation des savoirs de chacun. Il s'agit de comprendre la valeur ajoutée de chaque maillon et de connaître les différents outils à disposition, donc de faire intervenir la compétence au bon moment. On a pu entendre au début, mais si j'avais su que ça c'était possible en termes de simulation ou en termes d'études, ça nous aurait facilité la tâche, on aurait pu faire ça différemment. Mais le tout est de savoir qu'est-ce que peut m'apporter mon voisin qui est technicien dans un certain domaine. Et donc tout ça, pour conclure, doit aboutir, alors avec cette expérience de dedans, et encore plus dans la suite des travaux qui vont être réalisés, puisque là on est reparti pour 2 ans pour un Solar Décathlon en 2012 à Madrid, au service d'une liberté d'expression architecturale. L'idée, c'est de mieux comprendre les enjeux techniques et les différents leviers qui font que la technique est maîtrisée, pour ne pas subir ces contraintes, mais pour les transformer en opportunités. C'est vers ce genre de projet poussé à l'extrême qu'on peut donner des clés à des étudiants de s'exprimer dans un cadre qui va être de plus en plus performantiel. Merci, on arrive donc à la fin de cette présentation. Je voulais conclure avec Vincent-Jacques Le Seigneur qui nous a rejoint, qui est secrétaire général de l'INES, sur la notion de recherche et développement en architecture. L'équipe que nous avons que nous avons montée donc initialement, qui était appuyée sur la collaboration entre l'école d'architecture, les grands ateliers et l'INES, était basée sur l'idée qu'il fallait fabriquer cette triangulation indispensable entre
le milieu de la conception et de la création, les milieux des experts et de la recherche, et celui de la fabrication et de l'expérimentation. On a été rejoint là-dedans, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, par d'autres universités et d'autres écoles, comme GEM, Polytech, le CSTB en tant que plateforme de recherche, et puis l'université Joseph Fourier. L'école de Grenoble a fourni le gros des troupes, mais l'INES a aussi fourni un appui extrêmement important du point de vue des experts et du point de vue du relais vis-à-vis du milieu industriel, parce qu'on va le voir avec les dernières diapositives, sans cette relation extrêmement forte avec le milieu de la production, des projets comme cela ne sont absolument pas possibles d'aboutir. Voilà. Et c'est un peu plus de 45 partenaires régionaux et nationaux que nous avons sollicités et qui ont répondu présent. Le côté R&D d'un projet comme celui-là, c'est aussi celui de... La spécificité, c'est aussi celle de montrer qu'à partir d'un concept architectural, il y a des déclinaisons, il y a des approfondissements qui permettent de faire évoluer un projet. Et ça, c'est le projet de la variation INES, c'est-à-dire la version, on va dire, plus économique du projet Armadillo Box, puisque le projet qui a été emmené à Madrid est une version compétition, suréquipée à cause du règlement, et alors que là, on a une version plus réaliste de ce que serait une maison individuelle, et qui s'affranchit aussi des questions de règlement qui étaient parfois héritées du règlement américain, et pas forcément en rapport avec ce qu'on avait envie de faire, notamment vis-à-vis des espaces extérieurs, et le fait de couvrir et de protéger l'ensemble des espaces habités. Cette maison est réalisée dans le parc technologique de l'INES. Je laisserai Vincent en parler un peu plus tout à l'heure, et notamment à quoi elle sert maintenant et quels sont les développements futurs de l'utilisation de prototypes de ce type-là. Et puis, je voulais citer le fait que le programme de recherche et développement qui est engagé a d'autres prolongements, notamment en Conseil Général 71, où on développe avec la Galerie européenne de la forêt et du bois un prototype d'habitat très économique cette fois. Celui de Madrid est des compétitions très coûteux à cause de ses équipements. Celui de l'INES est dans la gamme des prix maîtrisés, on va dire, du prix du marché actuel. Et celui-ci a pour objectif d'être extrêmement économique pour atteindre des couches sociales qui n'ont pas forcément accès à la propriété dans les cadres de prix habituels. Et ce projet-là, qui complète donc la variation et le projet de Madrid, construit une espèce de palette de tout ce que, justement, nous semble être possible de faire dans le domaine de la R&D en architecture. Le 20 mai 2010, nous avions fini de réaliser le prototype aux grands ateliers et nous avions convoqué un club des partenaires qui ont suivi l'opération et ont permis qu'elle se finance et qu'elle se réalise. Et ce sont tous ces partenaires-là qui sont venus aux grands ateliers faire la démonstration qu'en fait le lien entre l'industrie, les PME, les PMI, tout ce qui est le tissu économique et fabricant dans le domaine du BTP pouvait s'allier avec les lieux de recherche et d'enseignement supérieur pour avoir une approche polytechnique qui permette justement d'envisager la question du développement durable et la question de la construction sous un angle tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas très habituel en France. On a plutôt une position d'artiste en tant qu'architecte et une position très méfiante vis-à-vis, entre guillemets, du grand capital et de tous les gens qui sont dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la fabrication. Je pense qu'il y a une évolution extrêmement importante à initier dans ce domaine-là. On trouve chez les gens qui fabriquent et chez les gens qui produisent
des trésors de savoir, on trouve des idées très ingénieuses, des perspectives sur la société aussi extrêmement intéressantes, parce que chaque personne qui travaille sur un chantier se pose la question de à quoi ça sert ce qu'il est en train de faire, et comment il travaille et comment il a envie d'habiter, et c'est un habitant potentiel à chaque fois. Et tous les gens que nous avons rencontrés là ont été extrêmement heureux de participer à cette opération-là, et très volontaires. Vincent pourra en retémoigner, parce que justement ils avaient le sentiment qu'ils participaient pas au projet du siècle, c'est évident, mais au moins à un mouvement et à quelque chose qu'ils appelaient de leur vœu depuis très longtemps, qui est de retrouver en France, où ça a été très longtemps séparé, un dialogue, une collaboration, des projets collaboratifs entre ceux qui pensent, ceux qui fabriquent et ceux qui construisent, pour ceux qui habitent. Voilà, donc notre ambition à moyen terme et le plus court possible, c'est de créer en Rhône-Alpes un lieu de recherche consacré justement à la question de l'habitat, habitat écologique et durable, en mettant en réseau justement toutes les compétences que nous avons, qui existent, mais qui simplement, jusqu'à cause de notre histoire, se parlent peut-être pas suffisamment, n'ont pas l'habitude, n'ont pas des temps de travail, des temps de projets suffisamment communs. Il se trouve que Solar Décathlon est un exemple de ce qui est possible de faire. Il y a bien d'autres possibilités. Voilà, je laisserai à Vincent le soin de conclure en annonçant et en parlant justement de l'intérêt que l'INES et les centres de recherche et de développement ont à participer à ce genre d'opération, et en annonçant que nous sommes à nouveau candidats et retenus pour concourir en 2012, et cette fois au nom d'une équipe Rhône-Alpes qui rassemble plus de gens, y compris des écoles d'ingénieurs de l'Université Joseph Fourier et de l'INPG, pour pouvoir, je l'espère, figurer en très bonne place au prochain Solar Décathlon. Merci, je n'avais pas prévu de parler, donc je n'ai pas de diapositive et du coup ça va être court. Et c'est tard, donc c'est tant mieux. Deux mots pour dire d'abord que c'est une aventure pour nous, pour moi personnellement et pour nous à l'INES, d'abord inédite évidemment, mais formidable certainement. En octobre 2008, je crois qu'on était ici même à essayer d'écrire les premières pages de notre dossier de candidature, et en 2 ans il s'est passé beaucoup de choses. On a pris des risques énormes. J'ai vu les risques que prenait Pascal, je peux vous dire que de mon côté on en a pris aussi quelques-uns, et on allait dans une aventure dont on ne savait absolument pas si on allait réunir les quelques centaines de milliers d'euros qu'il nous faudrait pour l'opération, si on aurait les bons industriels, si la direction d'école nous suivrait, etc., etc., etc. Je crois que c'est pas passé une semaine où on s'est dit avec Pascal comment on va faire. Et à chaque fois la solution a été trouvée. C'est une très belle école de pragmatisme dans des institutions qui sont d'habitude plutôt raides et qui ont un peu de mal sinon à signer des conventions. Donc pour moi, c'était de ce point de vue-là une vraie réussite. Une réussite avec les étudiants. Là, je vois quelques têtes que je connais bien en haut des gradins, c'est en bas aussi, mais ceux qui sont venus à l'INES et qui ont construit la variation, parce que je les ai vus travailler dans la boue, avec les artisans, de se débrouiller d'un chantier qu'ils n'avaient pas forcément envisagé de faire en début d'année scolaire. Donc ça, c'était avec eux un très bon moment, et je les en remercie évidemment. Puis enfin, les industriels, donc tu en parlais, je vais conclure là-dessus. Lorsque, avec Pascal, on a démarché, parce qu'on a fait les VRP, chaque semaine on partait avec notre petite cartable au coin de la France pour essayer de convaincre tel ou tel industriel. De mémoire, je crois qu'on a démarché 55, quelque chose comme ça, et en dehors de 2, dont un qui n'est pas pardonnable, les 53 autres nous ont dit oui tout de suite. Et ça, pour nous, ça a été complètement incroyable. Alors, on avait à montrer quelques planches dessinées et le discours qui devait être convaincant. Ils nous ont suivis tout le temps, y compris lorsqu'on les a contrariés, tel industriel disant il faut communiquer comme ça, ou il faut utiliser tel type de matériel. Eh bien, on a dit non parce qu'il fallait dire non, et eh bien, ils sont quand même restés, y compris quand on est allé les voir 5 fois de suite avec des demandes différentes, en changeant de projet, etc. Patiemment, ils nous ont écoutés, ils sont revenus à nos côtés. Donc, pour ça a été une belle aventure, et j'en veux pour preuve que la plupart nous ont déjà rappelé
pour nous dire alors quand est-ce qu'on recommence. On est prêt pour 2012. Donc pour ceux qui étaient là avant, merci. Puis pour ceux qui se lancent pour 2012, parce que je vois quelques nouvelles têtes, bien il faut y aller. C'est une aventure, mais c'est vraiment une aventure commando. Hein. Il ne faut pas avoir peur de mouiller sa chemise. Voilà, puis pour conclure, le nom de tous les étudiants qui ont participé de près ou d'un peu plus loin à toute l'aventure. Ça regroupe à peu près une cinquantaine de personnes. C'était très important, et j'insisterai là-dessus pour finir, qu'un maximum d'entre eux soient confrontés à ces questions-là. Nous sommes dans une école publique, nous avons dépensé l'argent de la République française. Notre devoir, c'était que ça touche un maximum d'entre eux, et plutôt que de travailler sur une promotion de 25 qui suivrait l'opération sur 2 ans, nous avons préféré faire ce tuilage un peu compliqué qu'a évoqué Thomas tout à l'heure, qui nous permet d'exposer au final 75 étudiants à la problématique de qu'est-ce que c'est que concevoir un habitat économe en énergie, à énergie positive au final, et respectueux des ressources, aussi bien au niveau des matériaux que aussi bien au niveau des usages et de la manière de proposer cet habitat, ce milieu de vie que nous appelons de nos voeux. Voilà, merci à eux tous et puis bon courage à nous pour la suite. Merci.